Bonjour à tous et bienvenue. Je ne sais pas si c'est moi qui dois souhaiter la bienvenue ou si c'est vous qui me la souhaitez. En tous les cas, je suis très touché et très honoré de la place que vous avez faite ici à Château-Thiebaut et puis aussi à l'ensemble des élus qui ont pu donner corps à ce projet, puisqu'effectivement il n'y a pas d'architecture sans commanditaire. Et c'est un moment effectivement très émouvant pour moi, pour mon équipe, d'inaugurer cette ouverture du porte-vue, ouvert au public depuis hier après-midi. Je suis repassé après l'inauguration et j'ai vu qu'il y avait du monde qui bravait la pluie. Donc c'est très intéressant. Qui se mettait à l'abri d'ailleurs. Donc, on reviendra là aussi sur ces petites choses qui ont été injectées dans ce belvédère pour aussi être à l'abri. La conception d'un belvédère, puisque c'était la commande, est complexe, puisqu'effectivement la notion de belvédère est assez récente. On va dire elle prend forme surtout à la Renaissance, où bel vedere, ça veut dire la belle vue, observer, contempler un beau paysage. Et puis c'est surtout les peintres qui ont commencé à révéler les belles vues. Toute la peinture romantique va s'emparer de cette question de la nature et du même coup poser la question du rapport entre l'art et la nature, parce que il n'y a pas encore de photos, mais il y a des débats entre les peintres pour savoir si on doit peindre que la nature ou si on doit peindre des sujets où on montre l'humain dans la nature, ou les constructions de l'humain dans la nature, etc. Ça fait débat. Il y a Jacques Rancière qui a écrit un très beau livre là-dessus, qui refait tout cet historique. Quand on arrive sur l'architecture, on n'est plus dans la même problématique, puisqu'il va falloir injecter un aspect pratique, fonctionnel. Aller voir la vue, donner à voir la vue, mais est-ce qu'on va voir que la vue? Est-ce qu'on vient voir que le paysage? Est-ce qu'on vient aussi contempler, se changer les idées, sceller un rendez-vous amoureux ou un moment difficile ou un moment important dans sa vie? Un belvédère, c'est un moment où on va faire une rencontre avec soi et le paysage. Et donc, dans une commande de belvédère, pour moi, indépendamment du site, il y a tous ces usages. Mais qui ne sont pas des usages qui sont manger, dormir, marcher. C'est des usages doux, on va dire. Des usages spirituels. Après se produit un élément important qui est la rencontre avec le lieu. Et aucun belvédère ne peut s'affranchir de son lieu. C'est d'abord parce qu'il y a un site qui projette l'envie d'aller voir la vue qu'il y a question du belvédère. Et c'est le tissage entre ces usages dont j'ai parlé et le site que je vais essayer d'imbriquer très fortement. Donc il va falloir rencontrer le lieu. Et moi j'aime bien employer un mot qui est celui genius loci, qui est celui du génie du lieu. Il y a un génie du lieu, on ne le voit pas, il faut le trouver. Et c'est celui qui fait que ce lieu a cette puissance-là. Alors c'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire... Et avant l'histoire des hommes, c'est l'histoire de la géologie, et puis le travail, etc. Enfin, je dirais une chose très importante, c'est que le belvédère, je l'ai dit, vous l'avez peut-être lu, c'est pas seulement montrer la vue, mais c'est aussi, pour moi, du coup, montrer ceux qui vont voir la vue. Il y a un jeu réflexif, entre le fait de voir et d'être vu, et c'est aussi ce que j'ai cherché à faire à Château-Thiebaut. Alors, il y a des diapositives, je vais les passer très vite parce que j'en ai beaucoup. On m'a donné un cadre à peu près d'une petite heure, parce qu'après vous serez fatigué de m'entendre. Le déroulement de cette conférence va se faire en commençant par un petit prologue qui est un clin d'œil, vous allez voir, qui m'a paru intéressant sur le land art, c'est-à-dire l'art qui
s'empare du paysage pour se révéler, ou révéler l'art, on ne sait pas trop, vous allez voir. La question de l'architecture dans le paysage, et il y a un exemple très influençant pour nous, architectes, c'est celui de la Norvège, l'exemple scandinave. Depuis 6-7 ans, ils créent des belvédères partout, dans tous leurs sites importants. Les composantes du site ici, à la recherche du génie du lieu, comme je disais, et à partir de là, la genèse. Parce que vous voyez l'œuvre finie, mais ça ne sort pas d'un chapeau, il y a des tas de balbutiements, et il y a des intuitions qui commencent par des croquis. Notre langage, à nous les architectes, c'est moins la parole que le dessin, en tout cas en ce qui me concerne. Je fabrique les choses dans ma tête avec le dessin. C'est un véritable langage. Et donc il y a ces premiers croquis, ces premiers jets qui contiennent les intentions, avec parfois des fausses pistes, puis parfois des vraies intuitions qui vont se confirmer. Derrière cette genèse a une chose importante qui est la matérialité. Alors je reviendrai dessus. Souvent les gens pensent que matérialité c'est le matériau. Non, la matérialité c'est le matériau injecté de la poésie, de la poétique. Une matérialité, c'est la résonance du matériau dans son espace. J'essaierai de détailler cette notion. Le projet, tel qu'il a été dessiné techniquement, petit à petit. Et puis, il y a quand même une phase, parce qu'un projet, tout projet, c'est un prototype. Il y a des aléas, il y a des éboulements, il y a des glissements de terrain. Il y a des fractures, il faut les consolider. Et il y a eu un moment de doute, parce qu'il y a eu des nouvelles contraintes qui sont apparues. Et c'est là qu'on se serre les coudes avec la maîtrise d'ouvrage, les commanditaires. Et c'est là qu'on va chercher les convictions profondes. Plus les convictions que les certitudes. Et qu'il faut adapter les choses, sans pervertir l'œuvre. Et j'aborderai effectivement, ce que disait Aymar, le fait que ce qui a pu se faire ici, qui est un moment fort pour moi dans mon itinéraire d'architecte, s'appuie sur une expérience montagnarde de longue haleine, je dirais de toujours presque, mais de 30 ans, 25 ans d'architecture, où beaucoup de contraintes montagnardes ont été injectées, la résolution de beaucoup de contraintes vécues en montagne ont été injectées ici. Quelques images du chantier et un épilogue pour terminer, avant d'échanger avec vous. Alors, ça m'a amusé parce que c'est une des dernières choses qui s'est passée pas très loin de chez nous, il n'y a pas longtemps, vers Bergame, Milan. Christo, qui est un artiste qui fait du land art, il a emballé le Pont-Neuf, j'ai un très bon ami dans la salle avec qui on était allé le voir et avec qui on a fait nos études. Questionnait comme ça, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art, d'emballer les choses. Nous, on était étudiants à Paris, quand on est allé voir le Pont-Neuf, c'était extraordinaire. D'ailleurs, c'était des guides savoyards qui étaient venus, des acrobates qui étaient venus emballer. Une façon de révéler l'architecture. Christo, il a pris ce parti pour révéler le paysage, il le cache, ou il l'emballe, il l'entoure, ou il propose des cheminements totalement inédits. Ici, c'était marcher sur l'eau, sur le lac d'Iseo, à Bergame, avec des flotteurs en polyéthylène, revêtus d'un tissu. Lui, c'est le roi de l'emballage et du tissu. Et cette œuvre d'art a déclenché un tel engouement qu'en 5 jours, ils ont usé l'œuvre, comme si sur les 120 jours qu'elle devait être ouverte, en 4 jours, elle était usée. Les autorités ont dû la fermer, il a fallu que Christo répare, etc. Et là, c'est intéressant parce que vous voyez, le land art, c'est éphémère. Et en architecture, on ne peut pas se permettre ça. Imaginez que Aymar Rivalin m'appelle pour me dire Emmanuel, ça fait une semaine que c'est ouvert, le porte-vue est usé. Non, les architectes, on ne peut pas se permettre, il faut répondre à la pérennité, à une certaine pérennité. Et c'est là où il y a une grande différence. Même si Christo fait une œuvre d'art fonctionnelle, puisque c'est des pontons, il ne répond pas à toutes les contraintes auxquelles les architectes doivent répondre. Il faut que ça tienne, que ça dure. C'est tout à fait autre chose. Et ce n'est pas le même coup. C'est une première inspiration, parce que ça s'est produit à peu près au moment où nous, on commençait à réfléchir sur le porte-vue.
Il y a un deuxième artiste qui est très influençant pour moi, c'est Andy Goldsworthy, parce que lui, c'est très simple, c'est le contraire de Goldsworthy, de Christo. Il part du site. Et en fait, il prend un élément du site, il va le tordre ou le sculpter de façon très subtile pour révéler le site. Vous voyez, deux exemples, des expériences qu'il a fait aussi dans le Nord, où il a collé des stalactites à l'horizontale, ce qui est assez étonnant. Mais c'est bien un défi à la gravité, de faire d'un stalactite une espèce de stalag horizontale. Et puis ces pierres peintes en noir dans ce pays, alors je ne sais plus où c'était, comme ici, des murets qui jouent avec les arbres, qui ne sont pas des clôtures, qui sont des espèces d'organismes vivants. C'est-à-dire que la construction est vivante. Et cette dernière image à droite en bas qui est très intéressante parce que c'est cet arbre de terre. Le sol, cette terre rouge, argileuse, eh bien, il en fait un arbre. C'est impossible, mais ça devient une œuvre d'art. Et c'est une influence, vous allez voir pourquoi, parce qu'effectivement, moi j'ai cherché dans le porte-vue à retrouver le sol dans la matérialité. On y reviendra. L'architecture comme mise en valeur du paysage, c'est un thème très fort que un certain nombre de personnalités, en tout cas en France et dans d'autres pays, ont compris. Et le voyage à Nantes, d'une manière évidente, exemplaire, je dirais, en France, avec Jean Blaise et son équipe, parce qu'ils ont compris qu'en fait, on pouvait montrer la structuration des choses par une œuvre d'art. Quelle qu'elle soit, ça peut être une peinture, une installation, comme on dit, mais ça peut être aussi l'architecture. Dans le domaine des belvédères, les Scandinaves ont une longueur d'avance, puisque ce grand pays qui est la Norvège fait 2000 km à peu près de long à vol d'oiseau, mais 3000 ou 4000 en développé, si on prend tous les fjords. C'est des routes sinueuses qui descendent et qui montent de près de 800 mètres de dénivelé entre le niveau de la mer et le haut, et qui donnent des points de vue fabuleux. Eh bien, les élus norvégiens, dans tous les lands, se sont regroupés pour dire il faut qu'on joue la carte du tourisme intelligent et qu'on valorise les points de vue par des interventions artistiques. Et beaucoup d'architectes norvégiens, mais aussi étrangers, ont été invités pour faire des petites haltes, pique-niques, des points de vue, des bancs, parfois des sanitaires, tout simple, mais toujours des interventions architecturales. Même Peter Zumthor, qui est un Suisse, est allé faire au bout du monde un très beau... alors c'est plus qu'un belvédère, mais c'est un mémorial qui est une référence aujourd'hui. Alors voilà, ils ont cartographié toute leur route, tout leur point de vue, pour donner des réponses très différentes suivant les sites. Vous avez ici une espèce de toboggan à l'envers pour exprimer un abîme, ou alors des espèces de parcours en porte-à-faux le long des torrents, ou des cascades, des belvédères qui sont en fait des promenades dans des pinèdes de très beaux arbres protégés, ou encore des espèces de jetées qui descendent sur les rives de l'océan Arctique et qui, vous le voyez, peuvent ici être en bois ou alors en minéral. Et là, on est presque dans du Goldsworthy, presque. C'est un escalier qui descend dans l'eau comme ça, comme si la roche s'était elle-même sculptée en escalier. Et la frontière est très, très, très infime. Des agences très connues comme Snøhetta qui aussi construisent cette espèce de tronc abstrait creusé comme ça au niveau devant les glaciers norvégiens. Ou alors le parti pris de dire un belvédère c'est une tour parce que quand on voit rien et qu'il n'y a pas d'abîme, on s'élève. Mais la tour ça peut être aussi quelque chose qui vient dialoguer avec les arbres parce que ce qui caractérise le paysage, c'est les arbres et c'est pas la vue ici, c'est finalement ces grands organismes qui révèlent un paysage. Alors, après, ces quelques exemples qui nous baignent et dans lesquels on travaille
comme tout à chacun, dans nos métiers, on est pétri d'influences, de voyages, de recherches. On va revenir à notre site, Château-Thébault. Château-Thébault qui vient en buter contre cette étrange fracture, inédite. On a un paysage qui est celui du vignoble, très doux, très régulé, très maîtrisé, presque peigné, et qui est venu, moi, inspirer des tas de choses au début. La notion de rangée, la notion de trame, la notion de géométrie, finalement. C'est-à-dire, les vignerons, c'est des géomètres. Ils ont des rangs d'à peu près 1,50 m d'axe, extrêmement précis, et qui viennent peigner ce paysage. Il y a bien entendu l'élément liquide, dans lequel qui est venu se loger dans cette brèche, et qui a dû participer aussi à l'aménager ou à l'éroder. L'eau, la transparence, les reflets, l'onde, puisque l'eau c'est un élément mouvant, qui bouge, qui avance. Le granit, qui est le sol, et qui est cette matière extrêmement puissante par ses fractures, par sa couleur. Et puis la lumière, qui est l'élément, pour moi, le matériau premier de l'architecte. La lumière, évidemment, c'est l'ombre, c'est la temporalité, puisqu'il y a le jour, il y a la nuit, il y a le levant, il y a le couchant, et c'est l'horizon, puisque cette rencontre avec la lumière, elle naît le matin et elle se couche le soir. L'horizon, à l'horizon. Alors, ces éléments ont baigné les premières intuitions. Je ne vous demande pas de lire ce qui est écrit, ça peut être un peu long, mais c'est une chose importante pour moi, c'est que quand je vois un paysage, une brèche, une rivière, je ne vois pas simplement la physique de ce que je regarde. Je vois aussi tout ce qui n'existe pas ou qui va bouger, l'eau, la neige. Alors il n'y a pas beaucoup de neige à Château-Thébault, mais il peut y en avoir. On a espéré la neige hier, ça aurait été formidable. J'avais dit à Karl Le Guern, s'il y a de la neige, tu fais une photo. Et je crois qu'elle tient 2 heures ici. C'est un peu la pagaille. Rassurez-vous, en Savoie, c'est parfois la pagaille aussi. Quand il pleut beaucoup ici, nous, il neige là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que ces éléments participent au paysage et viennent l'alimenter. Et bâtir dans cet univers naturel et avec ces éléments météorologiques, ça implique de soit les accompagner, soit y résister. Et lorsqu'on a une brèche, il faut la franchir. On fait un pont. Lorsqu'on a des choses qui coulent ou des éboulements, il faut les retenir. On fait un mur. Mais ces éléments-là, il va falloir les construire. Et ce n'est pas seulement des éléments techniques qu'il va falloir faire. C'est des éléments matériels qui doivent dialoguer avec le paysage. Et pour moi, et ça fait 20 ans qu'on travaille sur ce sujet-là, l'architecture de l'ouvrage, c'est l'expression de ce mouvement. C'est l'expression des contraintes. Et je cherche à établir dans l'élément conçu ce qui va être en équilibre avec ce que le site contient de déséquilibre. Alors, j'ai sélectionné quelques petits croquis de départ qui montrent les toutes premières idées. Les toutes premières idées, c'est de prolonger l'éperon le plus loin possible, au maximum de ce qu'on peut faire, et le plus librement possible. C'est-à-dire, je ne voulais pas faire un pont haubané avec des câbles. Ça n'aurait aucun sens. Il fallait vraiment lancer l'éperon. Et il y a un choix structurel très fort dans le porte-à-faux, c'est que, je le disais hier, aller porter des poids, celui des personnes, au bout d'une poutre, alors qu'il faut ramener les charges très très loin derrière, c'est un non-sens. C'est un défi absolu. Toute l'architecture met un pilier sous un poids. Et en même temps, ce n'est pas vrai. Parce que si vous regardez l'histoire de l'architecture, c'est d'échapper à ça. La portée, la voûte, mais même l'encorbellement, c'est faire un toit au-dessus de 2 piliers
qui descendent les charges au sol. On pourrait presque faire une histoire de l'architecture à travers l'histoire de la portée. Et la portée ne cesse d'augmenter tout au long de l'histoire des hommes. Ça commence avec le dolmen, où on a une grosse pierre qui est monolithe et on la met sur deux appuis. Et puis après, ça va avec l'encorbellement, la voûte, etc. Eh bien, je dirais, l'architecture s'empare de l'effet de la structure pour révéler l'espace et la lumière qui contient ou la tension qui contient. Le gothique, c'est exactement ça. On veut enlever tout ce qui ne serait pas structurel pour laisser passer la lumière en espaçant les piliers, en les augmentant en hauteur, etc. La technique du porte-à-faux, c'est une technique assez récente et en même temps ancienne, parce qu'avant d'avoir la voûte, les hommes construisaient des encorbellements. Ils montaient des poteaux, ils mettaient des pierres, ils essayaient de les rejoindre, et pour pas qu'elles basculent en balançoire, ils mettaient des poids de l'autre côté. Et vous avez toute une architecture ancienne, antique, bien avant notre ère, qui utilisait l'encorbellement. Eh bien, le porte-vue, c'est un encorbellement. C'est une balançoire. Quand vous êtes au bout, vous êtes le petit enfant léger, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un gars très lourd qui retient de l'autre côté. Et ce gars très lourd, c'est des ancrages. Très très puissants, je viendrai tout à l'heure, qui font qu'on peut mettre même un gars très très lourd au bout, il est encore plus lourd sous terre. Pourquoi ? Parce que je me sers du granit. Alors vous voyez, ce porte-à-faux, il est fait au début de deux faces qui ne sont pas à la même longueur, qui ne sont pas à la même hauteur, parce qu'il y a une désymétrie dans le site. Et ces premiers croquis montrent que très vite, il y a cette idée d'aller mettre un petit pliage quelque part pour dire ok, on va vous projeter très très loin, mais il y a un moment donné, il y aura une pause pour souffler, si jamais il fait mauvais, si jamais il y a trop de soleil. Et ce petit pliage, ce toit, est important, et dès le début, il est là. Et je me dis, je vais être dans une structure pliée, un peu comme un origami, et je vais utiliser ce pliage pour faire la structure. Parce qu'au début, l'idée n'est pas de faire des poutres, mais il est de faire un caisson, un tube. Parce qu'on sait très bien que le tube est très costaud. L'exemple du tube vertical, c'est la tour, un tube. Ça résiste à tout, une tour. Les châteaux forts féodaux ne se sont pas trompés. Ça résiste à toutes les contraintes. Les yourtes, c'est des mini-tours. En Mongolie, ça résiste à tous les vents. Et on sait faire des tubes carrés, et ça fait des très belles poutres aussi. Et de mon idée, je fais une poutre faite de plis qui se rejoignent et qui vont constituer cet abri, etc. Et puis se pose la question de dire, mais bon sang, alors donc c'est un belvédère, est-ce qu'il faut montrer la vue à travers le garde-corps ? Le garde-corps, comme son nom l'indique, c'est ce qui protège le corps de la chute, le garde-corps. Ce n'est pas le garde du corps, c'est le garde de corps. Et le garde-corps, c'est un élément du vocabulaire architectural très important, parce qu'on peut le faire plein, parce qu'on peut le faire transparent. Et on a fait des belvédères où le garde-corps, on essaye de l'effacer. Il est en baraudage ou en verre, en filet. Il retient. Et moi, j'ai choisi là de dire c'est pas possible, il sera plein. D'abord parce que je veux rester dans cette idée de pliage. Et donc c'est un plan plein. Et ensuite parce que je crois que pour emmener les gens au bout, il faut les rassurer. Et que si c'est trop transparent, ils seront pas bien. Il faut qu'il y ait un confort. Et par contre, au bout, ils ont une petite surprise, c'est qu'il n'y a plus de garde-corps. Il y en a quand même un, mais pour le coup, il se laisse complètement effacé dans la nature, puisque c'est un élément en verre. Je ne pouvais pas ne rien faire. Les élus n'auraient pas été d'accord. Mais on ne voit pas du tout la structure qui tient ce verre. À un moment donné, un petit doute, mais je dirais un peu stupide, c'est est-ce qu'il y a une béquille au cas où? Vous voyez le dessin là-bas? Est-ce qu'on met un poteau pour tenir tout ça? Et ça, c'est typiquement les choses qu'on s'amuse à faire. On s'amuse. Comme je dis souvent, l'architecture, c'est autant de pistes auxquelles on renonce que de pistes qu'on choisit.
ça coule pas de source. Évidemment, c'était une erreur absolue de faire une béquille. Aucun sens. Il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait assumer ce jaillissement, cette jetée jusqu'au bout. Et je dis jetée parce que ici, on n'est pas loin. Vous êtes sur cette face océanique. Vous connaissez les jetées, celles qui vont chercher l'océan. Et d'ailleurs, un des belvédères, vous le verrez tout à l'heure, qu'on a fait en montagne, il est totalement inspiré des carrelets de Charente-Maritime. C'est-à-dire que la mer nourrit la montagne et la montagne nourrit la mer. L'image de droite vous montre le premier tracé en plan, qui est bien cette idée que le porte-vue va être fait de deux traces qui existent et qui font partie du site. Cette petite ruelle intimiste qui est le corridor qui part de l'église, on ne sait même pas qu'il y a un belvédère au bout, et qui est une espèce de droite continue. Et cette espèce de façade fracturée qui est en fait le front de la rive gauche de la falaise et qui vient le rejoindre. Donc une droite et puis une façade chaotique qui vient la rejoindre pour lancer cette flèche finale. Mais qu'est-ce qu'on fait au bout? Une pointe, on coupe net, on change de garde-corps, parce que moi, il y a cette idée dans le parcours d'amener les gens, comme dans une pièce de théâtre, il y a ou une pièce de musique, il y a plusieurs temporalités. D'abord, il y a un seuil, on franchit un seuil. Ensuite, il y a l'antichambre, le vestibule. On va jusqu'à la pièce maîtresse, le salon. Alors le salon, c'est évidemment l'abri, où on se met bien, confort. Et puis après, si on a un peu de courage, on se lance sur le balcon ou le jardin. Et là, il n'y a plus rien. Pour qu'au bout du bout, la personne ait le sentiment de voler dans l'air. Et donc, ça n'allait pas à la pointe. Il fallait... La pointe, c'était... on refermait l'édifice sur lui-même, on refermait le dispositif. C'était forcément... Les choses ne se terminaient pas, comme les rangées des vignes. Et pour moi, ça a été évident de retrouver l'espace entre deux rangées de vide. Les gens ne me croyaient pas, je vous invite à prendre votre mètre et aller vérifier l'espace entre deux rangs de cèpes de ce melon de Bourgogne. 1,50 m à 1,35 m, vous avez 1,50 m et vous êtes exactement dans le prolongement de la vigne. Si on pouvait, eh bien on irait rejoindre les vignes de Médon-sur-Sèvre. Alors voilà les plans qui arrivent, c'est comment on fracture. Et là, on est vraiment dans l'harmonie pure, mais toujours dans la structure. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire techniquement pour faire ces fracturations? Comment ça va tenir, etc. Et puis, on commence à voir, et Levan et Jean Blaise m'avaient dit, tu fais un projet global. Même s'il y aura au départ que la flèche, il faut que l'espace, la placette de Château-Thébault, si tu penses qu'elle doit être concernée, il faut la concerner. Et pour moi, c'est évident. C'est un projet qui part du sol. Ce sol, c'est d'abord la placette sur laquelle est posée la mairie et qui jaillit. Et je dirais, voilà un dessin très fort pour moi qui est, voilà, c'est un jet fracturé à l'horizontale qui va vers la falaise d'en face et puis qui prend naissance dans le socle de la mairie. Il y a cette notion de fracturation mouvementée qui veut s'élancer. Ça, c'est les premiers croquis. Alors, il y a une chose incontournable dans notre métier, c'est qu'on construit avec un matériau ou des matériaux. Et c'est une position importante parce qu'elle est à la fois technique, mais elle est aussi environnementale et presque éthique, puisque aujourd'hui, le matériau pose la question de la ressource. Alors dans l'architecture usuelle, on va dire le logement, l'enseignement, tous les bâtiments, c'est devenu quelque chose de très important. Ici, dans un belvédère, on a un petit peu plus de liberté. Et pour moi, il faut que le matériau fasse matérialité. C'est-à-dire qu'il devienne une évidence poétique,
fonctionnels, techniques, ils deviennent une évidence. Je dis la matérialité, c'est la poétique du matériau dans l'espace. Et ce matériau, c'est l'acier autopatinable, plus connu sous le nom de Corten, mais qui est une marque, le Corten. Le Corten, il y a aussi l'Indaten, il y en a d'autres. Corten, ça veut dire corrosion et ten, tension. Le véritable nom de ce matériau, c'est l'acier autopatinable. Et je le dis, l'acier, c'est de la chimie de cuisinier métallurgiste qui mélange plusieurs minerais dans un four et qui regarde les composantes de ces minerais. Et ils sont extrêmement variables. C'est des terres, ça va jusqu'aux terres rares. Ici, l'acier autopatinable, il naît dans le début du XXe siècle chez les ingénieurs anglais qui cherchent à faire des bateaux en métal qui ne rouillent pas. Et ils ont l'idée de mettre du cuivre dans la nature de l'acier. Le cuivre copper steel a la particularité de se patiner et de résister à la corrosion. Donc avec un peu de cuivre, avec un peu de tungstène, on arrive à faire un acier qui, sous la présence de l'eau et de l'oxydation, rouille un tout petit peu, enfin constitue plutôt une patine qui le protège de la rouille. Et c'est assez fantastique puisque c'est un matériau qui n'a pas besoin d'être peint. Si vous mettez un acier dehors, il se dégrade, il rouille, il se creuse, il est corrodé. L'acier Corten, il n'a pas besoin. Il s'auto-patine, et plus il s'auto-patine, plus il se protège. C'est comme un cuir qui se bonifie. Et je trouve qu'il y avait deux raisons de prendre ce matériau. D'abord parce qu'il est issu du sol. Le fer, c'est issu de la terre. C'est un minerai. Donc on est bien relié au sol. Et d'autre part, on veut parler de quoi ? On veut parler d'un regard sur un terroir qui cherche à bonifier ses vertus, c'est-à-dire la vigne. C'est quand même un produit qui se bonifie. Donc il y avait ce clin d'œil, mais qui est aussi une vertu qui est présente sur le site. Je vais passer un petit peu plus vite, je vais vous montrer quelques images d'acier Corten qu'on connaît en France, la grotte de Niaux, faite par Fuxas, une espèce de grande chauve-souris comme ça, en métal, qui sort d'une grotte, qui vient accueillir les visiteurs. Plus proche de chez nous, dans le Jura, des télescopages incroyables entre les matérialités, pierre, bois et acier Corten. Et ça, c'est les salines de Ledoux, à l'époque où l'impôt était la gabelle, sous Louis XIV. On a dans le Jura du sel-gemme, c'est-à-dire à l'époque où il y avait encore des océans, ils ont laissé du sel sous la terre et on a exploité ces sel-gemmes. Et le sel est évidemment, en gros, c'était ce qui permettait d'être nos frigidaires d'aujourd'hui. La viande salée, etc., c'était très rare et il y avait un impôt sur la gabelle. Il faut savoir que là-bas, c'était des artisans qui travaillaient dans des conditions très dures et il y a des architectes qui ont valorisé ces usines en utilisant cet acier Corten. Je trouve ça très beau parce qu'il y a un télescopage de matières nobles, le bois, la pierre et ce métal. D'autres expériences ici, comme à l'Expo 02 2002 en Suisse, où Jean Nouvel a posé un cube comme ça qui flotte sur le lac de Bienne en acier autopatinable. On y arrivait en navette et puis à l'intérieur de ce cube on montait pour voir mieux comprendre qu'est-ce que c'était qu'être sur l'eau. Rodez aussi, pas très loin de chez nous, qui salue l'œuvre de Soulages. Pierre Soulages, de son vivant, a un très beau musée fait par RCR. Ce sont des architectes qui utilisent beaucoup l'acier Corten. Nous-mêmes, on l'utilise depuis très longtemps, ici sur un petit musée dans l'avant-pays savoyard, ou dans tout un travail fait autour de l'aménagement des berges du lac du Bourget, où on a eu la chance d'être retenu pour aménager une quinzaine de kilomètres de chemin entre le lac et la rive. Il faut savoir que ce lac, il n'a pas une marée comme chez vous, mais il a une houle très importante de 2-3 mètres qui peut inonder tout le chemin lacustre. Il faut des choses résistantes. Je trouvais très intéressant d'utiliser le Corten par rapport à ça.
Alors le projet prend sa forme, on le dessine, puisqu'il y a un permis d'aménager, etc. Et le projet initial, pour moi, il part de la place. C'est un parcours de 75 mètres avec cette allée en corridor, un seuil de 12 mètres à peu près et la flèche, 25 mètres. On est à 41 mètres de haut par rapport à la Maine et on est 25 mètres en porte-à-faux, initialement. Et on a 12 mètres de seuil. 12 mètres de seuil, le seuil, c'est ce qui est encore sur le rocher. On est déjà sur l'ouvrage, mais on n'est pas encore dans le vide. Et puis donc on dessine cette flèche avec cette idée que là on est en caisson, comme à l'intérieur d'un bateau, avec des couples, des armatures creuses qui permettent de rigidifier comme un bambou ce caisson. À l'époque, vous allez le voir, on est sur des ancrages qui sont des brides très compliquées, mais qui marchent, mais qui vont nous amener à une contrainte, c'est le coût, parce que quand on va consulter les entreprises, c'est un peu cher. Mais le projet a déjà ces idées de pliage, de biais, de géométrie variable qui amènent à une tension maximale jusqu'au bout où on tient qu'à 2 ou une personne. C'est ça l'idée, comme je dis, à la largeur d'un rang de vigne. Et donc on part de 4 mètres et au bout de 30 mètres, eh bien, il faut faire la place pour les plus courageux une fois qu'ils se sont reposés sur cette petite abri. Et ce petit abri, il se plie et il plie en même temps que lui le garde-corps pour ouvrir un espace de feu un peu plus grand. Mais donc on peut s'asseoir. Parce que quand on est assis, on perd de la hauteur de vue, alors on baisse, on plie aussi le garde-corps. Alors là, on joue avec les règlements, ce que Christo n'a pas fait, parce que Christo, il y avait 150 personnes sur chaque tronçon pour éventuellement retenir les gens qui tombaient dans l'eau. Nous, on n'a pas le droit de faire ça, on est obligé de faire un garde-corps. Et quand on abaisse un garde-corps, on a le droit de le faire, à condition de l'élargir. C'est les normes. Et donc, je me suis amusé à le baisser le plus bas possible et donc l'élargir. Donc, vous voyez, entre l'idée du pli et l'idée de la conformité, on ne cesse en architecture d'imbriquer la fonctionnalité, la règle, la réponse aux techniques, mais à l'idée du projet qui porte tout ça. Quelques vues techniques. Alors, quand vous voyez le porte-vue d'en face, vous ne le voyez presque pas, parce que c'est une espèce de cadrage du corridor qui mène à l'église. Et puis, on fait des modélisations, puisqu'on travaille avec le numérique, il n'y a pas seulement les dessins. Et là, vous voyez ces premières esquisses qui étaient dans le concours, et qui ont permis d'avoir cette chance d'être retenues. Je crois qu'on ne s'est pas trop trompé quand on va sur le site. Mais vous allez voir, il va y avoir un changement. À ce stade-là, rentrent en scène d'autres partenaires qui sont les ingénieurs, puisque nous avons besoin de vérifier par le calcul très précis les éléments de structure. Samuel Durand, qui est un ami et avec qui on est devenu amis, un ingénieur du groupe MECA à Nantes, a travaillé après un autre ami, Hubert Bataille, mais qui a quitté le groupe. Et Samuel a retravaillé tout le calcul de ces structures. Donc on modélise, etc., etc. Vous voyez le plan dont l'idée était de s'amener le plus loin possible, presque à l'aplomb des grimpeurs, presque à l'aplomb des kayakistes, pour que les gens se saluent. D'ailleurs, hier, on était sur l'autre rive, et il y avait des gens au bout du porte-vue, et on s'est fait coucou. Et je dis, voilà, ça marche tout seul. C'est ça, c'est que les gens se rencontrent aussi. Ils vont voir la vue, mais ils se rencontrent. Ils se font signe, et ça veut dire, on est conscient qu'on est dans un endroit qui crée un courant électrique. Parce que quand on se fait coucou, c'est comme si dans une ampoule, il y avait un courant. Et quand l'architecture permet ça, je trouve qu'elle a réussi à faire naître le génie du lieu. On travaille en maquette. À l'atelier, tous nos projets passent par des maquettes parce qu'on a besoin nous-mêmes de comprendre ce qu'on fait. Et puis c'est un outil de communication formidable.
Je vois Ninon là, qui a porté cette maquette au voyage à Nantes, qui est toujours là-bas d'ailleurs, très lourde, la vue de Savoie, et qui montrait ce projet initial, qui n'a pas beaucoup changé parce que vous allez voir, ces fameuses nouvelles contraintes et doutes, parce que c'est pas facile lorsque vous avez composé quelque chose qui est un peu de l'ordre de la symphonie, hein, il y a plein de tous les instruments sont réglés, les chœurs, etc. On vous dit, eh ben écoutez, vous allez enlever toutes les cordes. Ah. Ou si vous n'enlevez pas les cordes, vous enlevez les cuivres. De toute façon, il faut enlever 10 musiciens. Et comment on fait ? Et puis votre maître d'ouvrage dit, mais tu vas y arriver, Emmanuel, j'y crois beaucoup. Et c'est important que votre commanditaire vous soutienne dans ces moments-là. Et donc, écoutez, on va réduire un peu, et on va peut-être changer même un aspect structurel. Et c'est là où la conviction est fondamentale. Il faut chasser ces certitudes. Les certitudes sont des mauvais conseillères. Il faut aller chercher les convictions, c'est autre chose. C'est plus profond. Et on peut adapter. Alors vous voyez, cette première image montre qu'on a raccourci de 7 mètres. C'était énorme pour moi. C'était difficile, 7 mètres. Mais du coup, on a changé la technique. On n'est pas passé sur un caisson tubulaire, on est passé sur 2 poutres treillis. Et du coup, on a quelque part à la fois raccourci le seuil et reculé le porte-vue. Ce faisant, on lui a gardé presque sa longueur initiale. Il fait 33 mètres de long. 33 mètres de long, c'est plus long que la diagonale d'un terrain de tennis avec les marges pour les ramasseurs de balles. Le porte-vue ne tient pas dans un terrain de tennis. C'est grand. Et 20 mètres en porte-à-faux. 20 mètres complets, sans appui. Samuel nous a aidés à calculer tout ça. Et ce n'est pas une poutre tridimensionnelle. Ce sont 2 poutres bidimensionnelles qui viennent créer une flèche très 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 effilée pour porter ce conduit plié qui comprend le garde-corps, le plancher sur lequel vous marchez, l'écran qui tisse un lien vis-à-vis du terrain voisin, parce qu'il était hors de question d'ouvrir des vues chez le terrain voisin. On ne s'autorisait pas. Et passer l'abri, où il y a un pliage qui vous abrite, là on est suffisamment loin pour réduire ce pliage et ouvrir la vue sur l'amont de la Maine. Il y avait cette idée aussi, et peut-être qu'un jour elle se prolongera, d'amener cet écran, cet acier Corten, jusqu'à la placette. Et vous voyez, si on tirait une ligne du bout du porte-vue jusqu'au niveau de l'église, on arriverait au sol de l'église. Elle existe, cette géométrie. Si vous regardez bien, quand vous arrivez, vous la voyez. C'est une façon, encore une fois, de dire tout se passe au sol, tout le temps. Toute construction part d'une chose qui préexiste, même dans le désert, le sol. Et pour moi, ça, c'est la fondation de tout, c'est de dialoguer avec le sol ou de signifier le niveau du sol. C'est un petit dessin que j'aime bien, car à un moment donné, on est parti dans des aventures presque rocambolesques, qui étaient pour trouver un moyen de solutionner nos problèmes économiques, qui était d'aller brider le porte-vue, comme les brides d'un cheval, en l'accrochant comme un mors, en l'accrochant le plus loin possible et en tirant très fortement sur des câbles qu'on allait évidemment ancrer dans la roche. Donc là, je me disais, si on fait ça, les brides, on les montre. Il faut absolument que les gens sentent ces énormes lianes qui tirent en arrière. Mais c'était très compliqué à faire et trop cher. Donc il a fallu qu'on simplifie les choses. Alors, on a quitté l'idée du caisson, c'est le dessin de gauche, pour l'idée de la poutre treillie. Quelqu'un, un des grands élus du territoire, disait hier que ça faisait penser à Eiffel. Il n'a pas tort, alors c'est très honorable pour moi. Oui, il y a quelque chose de la réflexion d'Eiffel là-dedans. Eiffel fait des ouvrages totalement fonctionnels. Quand il fait Garabi,
qui est extraordinaire. Il va utiliser l'acier, c'est-à-dire une structure squelettique, pour permettre ce franchissement, parce que sinon, on ne sait pas le faire. En pierre, on ne sait pas le faire. Alors, il est évident que le métal squelettique, utilisé en petits éléments, mis au bon endroit, il y a les éléments qui prennent la tension, les éléments qui prennent la compression, permettent d'alléger complètement les choses. Et de fait, on a trouvé l'économie qu'on souhaitait. Mais dans notre interrogation, et dans le travail fait avec le voyage à Nantes, je suis même allé jusqu'à peut-être me dire, mais est-ce qu'on est en acier Corten ? Peut-être on pourrait être peint en acier laqué. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors là, j'ai fait une espèce de voyage dans un autre monde. Je dis, si c'est plus la matière qui parle, c'est la couleur. Alors si c'est la couleur, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur ? Et à un moment donné, je me suis dit, écoutez, j'ai dit à Jean, à Ninon, on va faire Bugatti, la couleur de l'excellence absolue. Et puis aussi, il y avait cette idée de la boîte de magie, qui est à la fois la couleur du spectacle, et puis à l'intérieur, vous savez, dans les boîtes d'instruments, c'est noir à l'extérieur et c'est rouge en velours pour protéger l'instrument. Alors je lui ai dit, moi, c'est le contraire. Ce qu'il faut protéger, c'est le paysage, donc c'est rouge à l'extérieur, et puis à l'intérieur, c'est noir. Et puis c'était juste en fait une sorte de petit délire momentané, parce que on a fait les maquettes, et avec Benjamin, qui est ici dans la salle, mon collaborateur architecte, assistant, et on s'est dit, mais non, il faut garder absolument... On avait cette conviction chevillée au corps que c'était en acier Corten. Donc on dessine, on vérifie, on fait des maquettes, et puis le maître d'ouvrage dit on te fait confiance, c'est comme ça qu'on le fait, on consulte, on reconsulte. Alors bien sûr, c'est éprouvant, mais je crois, et c'est important, Jean ne s'est pas trompé, il avait senti qu'on avait une assise très forte dans ce qu'on amenait, dans la manière dont on réfléchissait, qui est cette expérience montagnarde. Et je vais vous montrer quelques images de réalisations qu'on a faites. Le belvédère du Revard, qui est 1000 mètres au-dessus d'Aix-les-Bains, et qui sont des grands pontons qui s'avancent au-dessus du vide, 40 mètres de long, totalement inspirés des carrelets atlantiques. Alors, j'ai convaincu les élus savoyards qu'en fait, les élus de la façade atlantique, ils savaient faire ça, ils savaient braver les océans, les marées, avec des ouvrages très graciles comme ça qui s'avançaient dans la pente. Et ça a donné ces pontons, vous voyez, même l'hiver, tiennent à la neige, tiennent au vent, et là on a des rafales de 200 km/h, on peut avoir 2 mètres de neige, permettent d'aller voir la vue. Ce belvédère du Revard, on y va même en hiver. Les gens y vont même à ski maintenant, alors qu'avant, c'était juste une pente. Il n'y avait que les gens les plus gaillards qui pouvaient y aller. Et puis on a aussi testé le porte-à-faux, puisqu'il y avait le téléphérique du Revard qui arrivait. Et à la place de l'arrivée de la gare, on a lancé un ponton en verre qui brave les vents et qui faisait 5 mètres. Alors vous voyez, à Château-Thébot, on allait beaucoup plus loin avec 20 mètres. Le travail sur le verre et le verre dans la nature extrême, on le connaît aussi puisqu'on a utilisé le verre pour faire des écrans d'orientation. Et ce verre est tenu sans aucune structure. Elle est cachée dans le sol. C'est un travail de recherche et d'innovation qu'on a fait pour permettre aux gens de se mettre devant ces écrans et de regarder le paysage avec les indications sur le paysage. Ça changeait des tables émaillées. Et on a même déposé un modèle, ces idées d'écran en verre qui disparaissent dans le paysage, complètement. Alors on m'avait dit, mais ils vont être cassés. Ils vont être cassés en 2 mois. Mais ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, ils n'ont jamais été cassés, ni tagués, ni abîmés. Le verre est flexible, il bouge un petit peu. Et il y a une astuce, enfin c'est plus qu'une astuce, il est tenu dans un étau au sol, qui lui-même est pris dans une masse de béton, ça passe, pour le régler au millimètre près.
au millimètre près, parce que comme on a dessiné le paysage, il faut que les gens retrouvent la symbiose entre ce qu'ils voient et le paysage. Et vous voyez, on a ce caisson en métal où on va aller glisser le verre et non pas le traverser, mais le serrer. Et c'est ce qu'on a fait au porte-vue. Le verre du bout, il y a des gens qui ont dit « mais j'espère que ça tient le verre ». Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il rentre dans les garde-corps et qu'il y a des énormes ossatures métalliques que vous ne voyez pas, avec des gros tampons caoutchouc que vous ne voyez pas et des immenses boulons qui serrent le caoutchouc contre le verre. Et si ça peut vous rassurer, on a lancé un sac de 100 kg pendu à 2 mètres de haut et à 2 mètres de long sur l'écran en verre. Ça s'appelle le test du sac de sable, de façon un peu méchante celui de la belle-mère aussi. Et c'est filmé, le verre ne bouge absolument pas. Voilà. Donc ce verre peut résister à la charge d'une équipe de rugby qui voudrait marquer un essai. Ça ne bouge pas. Alors bien sûr, je joue sur cette fragilité parce que les gens s'approchent de ce panneau tout doucement, en disant c'est fragile et en même temps c'est très solide. Et là, il y a aussi le jeu entre l'émotion et l'émotionnel et le fonctionnel. Mais ce thème du porte-à-faux ou du belvédère, il ne cesse de m'obséder depuis toujours, puisqu'on a gagné un concours sur un refuge, un des gros refuges de Vanoise, peut-être un des plus gros. Et au lieu de faire un refuge avec deux toits en pente, eh bien, on a fait une terrasse. Je peux vous dire qu'on a été salement critiqué au moment de... On nous a dit qu'on défigurait la montagne, qu'on avait des égos surdimensionnés. Enfin, et puis quand les gens ont vu le refuge, ils ont trouvé ça génial. Parce qu'en fait, quand ils arrivent après 2 heures de marche, ils posent leur sac à dos sur ce solarium. Ils commandent une grenadine ou une bière et ils sont tellement contents. Et puis lorsque il y a une avalanche, elle n'emporte pas le toit. Donc cette nouvelle façon de réfléchir, c'est toujours de prendre en compte la façon de résister au mouvement. Et là, c'est comme au judo, vous utilisez la force de votre adversaire. Mais je ne vais pas faire un toit, il y a une avalanche. Rien ne résiste à une avalanche. Donc je laisse l'avalanche couler. Eh bien, cette tactique me permet de faire un toit plat. Et quand les gens viennent sur ce refuge, la première chose qu'il faut, c'est qu'ils trouvent un espace plat alors qu'on est dans un univers qui n'est pas plat. Ce travail sur le belvédère, il commence aussi avec le refuge de l'Harpon. Mais je mets cette image parce que c'était un travail difficile. Vous voyez, on a tout construit à l'hélicoptère. Alors, c'est pas facile de construire avec des moyens qui vous autorisent 700 kg seulement. Un hélicoptère, ça porte 700 kg. Sauf si vous utilisez un Super Puma qui porte 3000 kg, 3 tonnes. Mais alors, ça coûte très cher, il faut le commander à Zurich, c'est un peu loin. On s'en est servi pour monter la grue. Mais après, tout a été fait par l'hélicoptère. À Château-Thébon, on n'a pas utilisé l'hélicoptère, on a utilisé aussi des moyens assez exceptionnels, vous le savez. Une grue comme ça, phénoménale, capable de porter 400 tonnes. Alors voilà une autre image de ce belvédère. Vous voyez l'inscription dans le site, assez inédite, puisque c'est un solarium. Alors que les premiers chalets, qui étaient des chalets de berger, sont en lauze. Alors moi j'ai utilisé la lauze sur les murs, et puis on a mis une toiture en bois au-dessus. Bien entendu, les choses, c'est tout un. L'extérieur est un intérieur, l'intérieur est un extérieur. C'est arrondi, qui protège de l'avalanche, etc. C'est aussi une salle panoramique. Et quand les gens prennent leur repas, eh ben, ils ont la vue sur 270 degrés. Un autre élément de référence, c'est les ponts, et on fait des ponts depuis toujours. Ça m'a toujours passionné. Je ne sais pas exactement comment c'est venu, mais arrivé en montagne, ça me paraissait passionnant de travailler sur le franchissement. Et un franchissement, ça se dessine. Ici, vous avez un des très grands ponts réalisés en France récemment, au-dessus de l'Isère, 200 mètres de portée. C'est comme si on faisait un pont là, jusqu'à Meudon-sur-Sèvre. Et il a été fait par une technique qui s'appelle les cantilevers. Les porte-à-faux que vous voyez en béton font 40 mètres. Alors vous pensez 20 mètres, 40 mètres en béton. Vous les voyez ici, ils sont construits des deux côtés. Et après, on va faire un pont plus petit qui vient joindre les deux porte-à-faux.
Et ce pont plus petit, et c'est cette poutre que vous voyez noire qu'on va pousser. Et elle a un élément orange qui est un élément de chantier qui s'appelle un avant-bec, plus léger pour aller chercher la rive, parce que la poutre est lourde. Et puis voilà, là on est en train de réunir les deux ponts. Eh bien, c'est porte-à-faux de 40 mètres en béton, beaucoup plus lourd que le métal. On nourrit chez nous une connaissance du porte-à-faux, des contraintes, des câbles, etc. Alors là, on est dans un caisson, puisque ces éléments en béton ne sont pas pleins, c'est des tubes, avec des câbles. Je vous disais, ces brides, ces muselières, chaque élément en béton est muselé à l'autre. Et là, on a un effet de poids et de balançoire. Vous voyez, là, c'est l'appui de la balançoire ici. Je cherche le pointeur laser, voilà. Ici, c'est le point de balancement. Et là, derrière, vous avez le poids énorme qui s'appelle une chaise, qui est très très lourde et qui fait que quand il y a 20 semis chargés de bouteilles d'eau d'évian là, eh ben, ça ne bascule pas. On est sur de l'ordre de 32 000 tonnes de réaction d'appui. Vous voyez, quand on parle de 400 tonnes, 32 000 tonnes. Énorme. Ce genre de technique demande des conceptions très complexes qu'on appelle des équipages, comme sur les bateaux, puisque les éléments qui vont coffrer le béton s'avancent. Et une fois qu'on a fait un élément, on bouge l'équipage pour accrocher, etc. Donc on est baigné depuis des années dans ces connaissances techniques avec ces ingénieries-là et qui nous permettent d'envisager de faire des structures comme ici. Donc quand on s'est retrouvé avec Meka, on parlait le même langage. Meka, il fait des choses comme ça à Nantes. Donc je pense que ces éléments qui rassuraient le commanditaire de se dire, bon, ces gars, ils ne nous inventent pas quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. On a travaillé avec cette expérience-là. Et au final, ça donne on va dire ce geste, mais j'aime pas ce mot. Mais vous voyez, c'est ce choix de dire, il y a deux matériaux, les fléaux en béton et cette petite brindille, qui fait quand même 3 mètres de haut en métal, qui les rejoint. Sur ce site, il n'y avait pas d'autre solution. Parce qu'on ne pouvait pas pousser une seule poutre de 200 mètres. Ça se fait, hein. On sait pousser des poutres de 200 mètres, on met des piles dans la rivière provisoire qu'on démonte. Mais d'une part, mettre une pile dans une rivière, ça voulait dire un dossier administratif très lourd, loi sur l'eau, la pêche, etc. On perdait 2 ans. Les élus des communes ne se voyaient pas dire à leurs concitoyens « Écoutez, on va couper le trajet entre nos deux rives pendant 5 ans. » Non, ça aurait été un tollé. Donc, ok, ça coûtait plus cher de faire ça, mais pour l'économie générale du territoire, ça coûtait moins cher de geler ces franchissements 2 ans. Et c'est là où on retrouve aussi ce tissu de décisions collectives et politiques très important dans tout ouvrage. J'ai bientôt terminé. Je vous donne quelques chiffres. La hauteur de la brèche, c'est 41 mètres. C'est beaucoup. En fait, pour un langage de grimpeur, c'est presque une longueur, 41 mètres. La longueur du porte-vue, c'est 33 mètres 40. Le porte-à-faux est de 22 mètres 50 exactement. Et j'ai ajouté, c'est la hauteur de la flèche de l'église. C'est un hasard, on ne l'a pas fait exprès. Mais comme quoi, il y a un génie du lieu. La largeur passe de 3,95 m à 1,50 m et le poids fait 26 tonnes. C'est léger, c'est très léger. 56 ancrages ont été nécessaires, dont 2 types, le confortement de la falaise et les fondations. Et ces ancrages, alors je vais vous les montrer, c'est intéressant. Ils sont de 2 natures. Une des raisons pour lesquelles il y a eu besoin d'adapter le porte-vue, c'est que les études de sol ont révélé que le rocher était fracturé dans 3 plans différents. C'est comme si vous preniez un cake et puis que vous le coupiez à 45 degrés dans un sens, à 45 degrés dans l'autre sens et à 45 comme ça. Tout se tient. C'est très solide. Mais il est quand même tout coupé. Et on va mettre 26 tonnes en porte-à-faux. Alors là, les géologues disent, bon, il faut quand même un petit peu consolider tout ça. Donc on nous a demandé
de clouer la paroi. Et si vous allez au bout du porte-vue, vous allez voir, il y a une cinquantaine d'ancrages ici, qui sont des barres, comme des petites aiguilles, qui viennent conforter la roche de manière chirurgicale presque. Le travail qu'a fait Rock avec West Acro. On a même tenu des blocs qui étaient instables, purgé ceux qui ne l'étaient pas, enfin, on a fait un travail de consolidation, et puis d'autres ancrages nécessaires au projet, qui sont les appuis avant et les appuis arrière. Et là, vous avez compris que comme c'est une balançoire, les ancrages les plus importants sont ceux de l'arrière. Mais, comme tout ouvrage, ce n'est pas le poids le problème, c'est le vent. Et c'est comme une voile, le vent peut soulever le porte-vue, voire le tordre. Et donc, il faut l'ancrer quand même devant. Et ces ancrages ont dû se tisser avec ceux du confortement. Je vous prie de croire que ça a été un travail de synthèse très complexe entre deux ingénieries qui étaient dans notre équipe, l'ingénierie des ancrages rocheuses et l'ingénierie des ancrages de fondation. Donc ça, c'était passionnant puisque c'est nous qui avons drivé cette opération. Et là, le voyageur ne s'est pas trompé puisqu'il m'a dit « On veut que ça soit toi qui s'occupe de ça. » J'ai dit au début « C'est pas mon métier, l'ancrage de la falaise. » Maintenant, ça l'est devenu, j'allais dire, puisqu'on a appris tout ça avec, bien entendu, des partenaires techniques. Et là, c'était Arias Montagne, qui sont des Grenoblois. En fait, on a exporté nos connaissances montagnardes. Mais vous savez très bien faire ici aussi, et vous avez de très bonnes entreprises. Donc, quelques photos du chantier. Vous voyez le belvédère vu d'en haut. On est vraiment vu de drone et on regarde les acrobates qui sont en train, avec leur machine, de percer le rocher. C'est comme quand vous faites un pré-trou avec votre perceuse dans du bois ou dans un parpaing. Et puis après, on enfile la barre d'ancrage. Elle est scellée et on a une plaque et on serre. Une image de cette grue gigantesque de 90 mètres de haut qui est venue de Nantes, des ateliers Joseph Paris, et qui a permis de prendre les colis, vous voyez là, les camions transport exceptionnels vont être levés au-dessus de l'église pour être posés de l'autre côté, parce qu'on s'est interdit de passer au-dessus des maisons. Donc, comme le disaient messieurs les maires, il a fallu qu'il n'y ait plus personne dans l'église pendant un moment, donc les offices ont été arrêtés. Certaines maisons ont été évacuées le temps de ces manœuvres, puisque le porte-vue est fait de 3 éléments structurels qui ont été boulonnés après dans le vide. Et vous allez voir, voilà, un des gros éléments qui arrive par-dessus pour être posé sur ces fondations. Et puis, voilà, le moment de pose clé. Et c'est là où, pour nous, c'est très important, il faut que les choses soient au millimètre près. Puisqu'on a des boulons en attente qui doivent rentrer dans les trous de la charpente. Et il y a un petit peu de jeu, mais pas beaucoup. Donc, c'est là où vous avez des spécialistes formidables, parce que les gens qui construisent des bateaux à Nantes savent très très bien le faire. Et dans les ouvrages d'art, d'une manière générale, c'était parfaitement au point. Et nous avions vérifié nous-mêmes que l'axe de ces tiges d'attente était celui des dessins du porte-vue. Parce que bien entendu, il fallait être au dixième de millimètre près. Une photo que je trouve intéressante qui rappelle ces chantiers de gratte-ciel avec des acrobates. Alors là, ils sont harnachés, hein, ils ont des harnais, et ils sont en train de boulonner. Ils sont exactement à l'endroit où on boulonne 2 morceaux de la poutre. C'est quand même assez fantastique, c'est que cette poutre qui est un seul tenant est faite d'éléments qui sont eux-mêmes boulonnés entre eux. C'est pas soudé, hein, c'est boulonné. Et c'est là où l'acier est un matériau extraordinaire. Et puis, voilà le résultat du porte-vue, vue de Pont-Caffino, vue de cette écluse et cette passe à poissons, qui sont aussi des ouvrages avec lesquels on a voulu tisser un lien. Cette passe à poissons, qui était ces 2 éléments parallèles avec des escaliers. Et un cadrage que j'aime bien parce que, de ce point de vue,
le porte-vue est comme une espèce de vaisseau qui vous emmène quelque part vers l'ailleurs, évidemment voir la vue, mais voilà, il est le véhicule de cette vue, il porte cette vue, d'où le nom, pour aller comme ça, de manière la plus élancée possible, rejoindre le vignoble. Un petit clin d'œil sur le cadrage du corridor, parce que je pourrais faire des digressions. Il y a la figure du carré partout dans le porte-vue. L'abri dessine un carré, le garde-corps dessine un carré. À chaque fois qu'on plie, on fait un petit carré. Et il y a cette figure géométrique abstraite qui revient sans arrêt dans le porte-vue. Et avant de terminer, dire un mot sur ce travail de morphogénèse qui est le préalable pour moi de tout projet. Comprendre un sol, c'est comprendre comment il s'est formé. On appelle ça la morphogénèse. Et nous-mêmes, on va pouvoir s'inspirer de cette morphogénèse pour générer et faire cette genèse à l'architecture. Il y a un équilibre à inscrire en lien profond avec la façon dont a été construit le site. Un architecte italien disait il faut que le matériau résonne partout dans l'espace. Je crois qu'effectivement, on est dans cette recherche-là. Et que ce soit la matière que vous touchez, vous allez voir, le corten, c'est un matériau qu'on peut toucher. Au début, il fait sa patine, vous avez un peu les mains oranges, mais ça va se stabiliser. Il va se stabiliser. Mais jusqu'à la moindre vis, jusqu'au moindre joint, et évidemment à l'échelle de tout le site, il faut que tout soit emboîté pour, je pense, arriver à une harmonie. En épilogue, je reprends la phrase de Michel Corajou, que je trouve très juste, qui est assez belle. Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Alors le porte-vue, c'est le désir de rejoindre cet horizon. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette belle conférence. On voit bien vraiment tout le travail qui a été réalisé en amont de ce projet qu'on a pu découvrir hier. Et des éléments de compréhension de ce projet, aussi bien sur les sources d'inspiration, donc vous avez cité Christo notamment, mais aussi une compréhension vraiment du site avec ce génie du lieu, les contraintes techniques, bien sûr, le choix du matériau, enfin bref, différentes choses qui nous permettent vraiment de mieux appréhender cette architecture. Est-ce que vous avez des questions à poser à Emmanuel Ritz à l'issue de son intervention? Oui. Non, pas de questions. Alors moi j'ai une petite question pratique. Quand je suis venue voir le Belvédère, le porte-vue hier, je me suis demandé concrètement combien de personnes pouvaient être en même temps sur le... Est-ce qu'il y a au niveau du poids, il y a une estimation à peu près de... Oui, bien sûr. C'est une question que tout le monde se pose. Ah oui. Parce que... Et c'est aussi, alors, elle est amusante et elle me montre que ça fonctionne. C'est que le porte-vue, il doit donner cette impression qu'il y a une fragilité, qu'il y a un risque. Voilà, il y a un risque. Et c'est ça l'idée, c'est que les gens se sentent participants. Ils prennent ce risque, ils se l'approprient. Et oui, bien entendu, on peut remplir le porte-vue d'une foule qui se toucherait absolument coude à coude. On est contraint, et c'est la différence avec Christo. Nous sommes contraints sur les œuvres architecturales, et notamment là, on est dans le domaine des ouvrages d'art, de répondre à des normes très strictes en matière de charge. Donc on peut mettre 6-8 personnes au mètre carré sur tout le porte-vue, il n'y a aucun problème. Le porte-vue est dimensionné plus aux efforts du vent, qui sont des efforts dynamiques et non continus, qu'à la charge. Donc, pour vous répondre. Dans cet ordre d'idées,
je me demandais si vous aviez été contraint de faire les mêmes essais qu'on fait avec les ouvrages d'art, faire passer des convois de camions sur l'ouvrage d'art. Comment vous avez fait, vous, pratiquement, pour tester, si vous l'avez fait, Bien sûr. Cet ouvrage? Pratiquement. Alors on ne pouvait pas... Quel poids vous avez mis et où? Alors je vais vous répondre très, très clairement et vous soulevez effectivement un protocole obligatoire là aussi que nous sommes obligés de vérifier, nous, les maîtres d'œuvre, architectes et ingénieurs structures. Donc on n'allait pas emmener des semi-remorques comme on fait sur les ponts puisque ce n'est pas la destination de l'ouvrage. On l'a fait avec des piscines et en fait on charge d'eau l'ouvrage. Et il a été chargé de manière régulière sur l'ensemble de sa surface avec un poids qui dépassait les 500 kg au mètre carré. Donc en fait, c'est des bâches souples qui composent des piscines et on les remplit d'eau. Et on teste la flèche, on teste la réaction de l'ouvrage. Donc le porte-vue a été testé intégralement avec un poids qu'il n'aura jamais. Jamais, il y aura ce poids-là. Voilà. On fait ça aussi pour les ouvrages d'art lorsqu'on ne peut pas le faire avec des semis. On teste avec des piscines, comme on dit. Et alors pour le coup, là, on met 1 mètre, 1 mètre 50. L'eau pèse 1 kg le litre. Lorsque vous avez 1 mètre d'eau par 1 mètre carré, vous avez 1 tonne. C'est facile à tester. 1 tonne d'eau. 1 mètre cube d'eau pèse 1 tonne. Donc vous faites une piscine d'1 mètre de haut. Sur l'ouvrage, vous le chargez à 1000 kg le mètre carré. C'est colossal. C'est beaucoup plus que ce que les camions sur leurs essieux vont porter. Mais c'est obligatoire et on teste dans des conditions beaucoup plus contraintes que l'usage. Toujours. La résistance au vent, elle est testée comment? Alors la résistance au vent est testée à travers des calculs, des modèles qui sont appliqués. Donc on applique des contraintes, et ça c'est les ingénieurs qui le font, d'effet au vent, toutes les conditions de vent possibles, parfois combinées, parfois sur un seul côté. Ici on a le vent du nord qui peut pousser le porte-vue parce qu'il y a une prise au vent assez forte, qui peut se combiner à un effet du vent du dessous. Et donc vous voyez, d'ailleurs les modèles informatiques sont intéressants parce qu'ils se tordent pour montrer les dynamiques. Et on calcule les efforts sur les charpentes qui donnent des valeurs de résistance des pièces et notamment des ancrages. Ça se traduit par des sections d'acier avec un certain nombre de sections d'acier, vous arrivez à reprendre ces efforts-là. Donc c'est contrôlé en interne par l'entreprise, c'est contrôlé en interne chez nous au niveau de notre équipe d'ingénierie et c'est contrôlé par un bureau de contrôle externe qui est mandaté par le maître d'ouvrage et qui vérifie. Donc vous voyez, il y a trois organes de contrôle différents qui vérifient les hypothèses de calcul dans ces modélisations-là. Alors, est-ce qu'il y a un entretien de surveillance ensuite de prévu Oui. Je ne sais pas si tout le monde a entendu la question. Y a-t-il un entretien qui est prévu? Qui est une des questions que nous a posé le maître d'ouvrage et qui fait partie de la réponse architecturale. L'acier Corten ne nécessite pas d'entretien. On aurait fait un acier laqué ou galvanisé laqué, il aurait fallu faire des campagnes d'entretien régulières parce que la laque, c'est un revêtement filmogène, même s'il est fait de manière très précise ou en usine, etc., peut éclater. L'acier Corten, c'est ce choix aussi de dire au maître d'ouvrage, vous avez un ouvrage qui va vivre sa vie tout seul. Il n'y aura pas besoin de l'entretenir. Maintenant, admettons, il soit tagué ou rayé. On peut le sabler. Il va refaire sa patine parce que dans la masse même de cet acier, il y a ce phénomène chimique et physique d'autopatinage. Mais vous posez une question qui est intéressante sur les organes d'appui. Oui, il va y avoir des campagnes de vérification, notamment des organes d'appui régulières, pour vérifier que ce qu'on appelle ces appuis en néoprène frété se comportent bien. Donc nous, lorsqu'on remet l'œuvre
au maître d'ouvrage. On lui rend aussi dans ce qu'on appelle le dossier des ouvrages exécutés un protocole de visite à effectuer, etc. Et qui est... c'est 5 ans si vous voulez, c'est tous les 5 ans, c'est pas très long, mais il faut qu'il y aille de temps en temps vérifier si tout va bien, peut-être nettoyer, s'il y a eu des amoncellements de feuilles mortes, etc. Comme tout ouvrage, il faut, et comme toute architecture, il faut, comme un corps, hein, comme nous-mêmes, il faut l'entretenir, sinon il vieillit plus vite. Voilà. Et je crois que la réunion des élus sur cette question de la maintenance est prévue le 14 octobre. Ils sont pas tous inconscients. Est-ce que les écrous d'assemblage ainsi que les ancrages sont réalisés en Corten ou pas? Non, ce sont des écrous inox très particuliers qui ont des caractéristiques de mécanique. Et là aussi, c'est une question intéressante parce que tout est en Corten. Et le Corten, c'est un matériau qui se travaille, qui se soude avec lui-même. Hein. C'est des bobines de fil Corten. On a reconstitué des poutres, ça s'appelle des PRS, pour ceux qui connaissent, des profils reconstitués soudés. Parce qu'il y a deux manières d'utiliser l'acier. Soit on utilise des aciers laminés avec des profils qui sont extrudés, ou des tubes, soit on les reconstitue en les soudant. Et pour faire une poutre en H, parce qu'elle a la forme d'un H, ou en I, et ici ce sont des poutres en I, eh bien on utilise des plats, on dit des membrures, qui sont rejoints par des plats verticaux qu'on soude entre eux. Et tout ce travail a été fait aux ateliers de l'entreprise Viry, dans les Vosges. Vous voyez, tout le territoire français a travaillé sur cette œuvre parce que le groupe Fayat, dont fait partie Joseph Paris, a choisi de fabriquer la charpente métallique chez Viry. Donc nous-mêmes de Chambéry, on est montés dans les Vosges, donc c'était une jonction triangulaire, voilà, pour vérifier tous ces assemblages. Donc les écrous ne sont pas en Corten, ça peut se faire, mais tous ces écrous d'attache sont spécifiques à ces assemblages mécaniques. Est-ce que vous avez des préconisations par rapport à l'élagage des arbres? Oui, c'est une très bonne question, parce que alors les arbres pousseront comme ils le souhaitent, c'est très bien, moi je trouve formidable qu'ils continuent leur vie. De toute façon, les arbres pousseront comme avant, et je ne sais pas comment Château-Thébault taillait les arbres avant, je pense qu'à bout d'un certain moment, les plus hautes branches étaient élaguées. On pourrait très bien imaginer qu'à un certain moment, le porte-à-vue sorte de certains arbres un peu plus hauts. Ça sera la destination et le choix des élus de dire eh bien, est-ce qu'on laisse les arbres à telle hauteur et telle hauteur. Personnellement, je trouve intéressant qu'on lise encore la falaise, surtout lorsqu'on est de l'autre côté. Je pense qu'il faudra vérifier que les arbres posent pas trop de problèmes de toute façon vis-à-vis du contrebas ou de l'usage qui est fait de la rivière avec les kayaks. Également, il y a cette question-là. Merci à vous.